En cuanto a la Alianza Francesa, somos una entidad única en Puerto Rico, pero sí hay muchísimas alianzas francesas en todo el mundo. Aquí tienen un número, unos 800 y pico de alianzas francesas alrededor del mundo. Eso es mucho, y nuestra misión a todas es la misma, es enseñar el idioma francés y fomentar el intercambio cultural con el mundo francófono. Con más razón, estamos hoy y esta semana celebrando la francofonía, si se dice así. La francofonía, el hecho de hablar francés, estemos donde estemos, con el nivel que tengamos, y somos la institución también donde puede tomar su examen de certificación DELF o DALF según su nivel, y es la única sede aquí en Puerto Rico para hacer esa certificación de nivel. También para los interesados en tomar clases de francés, tenemos cursos para todos los niveles, todas las edades también, desde los niños hasta sin límite de edad, siempre lo digo. Ven ahora mismo en su pantalla un resumen de la oferta de clase para la nueva sesión que empieza la semana próxima. Tendrá una duración de 8 semanas, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Estamos ofreciendo los cursos de manera virtual hasta nuevo aviso. Probablemente nos movamos a un sistema híbrido pronto, pero estamos aquí, así que no duden en comunicarse. Los que tienen un nivel de francés y quisieran evaluar su nivel para entrar en un grupo adaptado a sus necesidades, nos pueden contactar, pueden hacer la prueba de nivel diagnóstica en la página de la Alianza y también tendrán una pequeña entrevista conmigo para conocer su nivel. Esto es la Alianza Francesa ofreciendo una actividad especial hoy acerca de la francofonía, y estamos pronto a comenzar. Entonces, tenemos una audiencia. Bienvenidos a todos, bonjour et bienvenue. Je suis Élise, professeure à l'Alliance française et également coordinatrice. Et je suis donc chargée aujourd'hui de vous présenter un petit peu la francophonie. C'est un thème très vaste, il y a beaucoup de choses à dire, énormément d'aspects que nous pourrions développer, d'accord? Donc, ma volonté, c'est de vous diluer certains aspects, de vous donner envie d'en connaître davantage, plus, et surtout de pratiquer votre français. Est-ce que tout le monde comprend un peu de français? Parce que ça va me donner l'opportunité de continuer complètement en français. C'est la journée de la francophonie. Alors, si vous pouvez peut-être me mentionner dans le chat, oui, je parle français, ou alors non, pas du tout. Alors là, je vais faire des petites parenthèses en espagnol. Hein? Los que no hablen francés, si quieren mencionármelo para incluirlos y poder hacer paréntesis en español. Si no, con mucho gusto lo continúo en francés. Es la francofonía, la fiesta del francés, así que sería lo ideal. Voilà, alors José m'a répondu. Alors, je partage avec vous, pour commencer, une petite image que vous avez aussi derrière moi. Quand on parle de francophonie, en fait, on veut dire que partout sur la planète, au même moment, il y a des locuteurs du français. C'est-à-dire qu'on peut parler le français un peu partout dans le monde, que ce soit comme langue maternelle, officielle, ou simplement par passion pour la langue, comme vous certainement qui êtes connectés maintenant.
Donc, au même moment, on peut très bien entendre bonjour, bonsoir, bonne soirée, bon après-midi, comme vous le voyez sur cette première image. Alors, est-ce que, pour commencer, j'aimerais vous parler de qu'est-ce que c'est la francophonie. Alors, je vais donc continuer. Je vois le chat. Je comprends beaucoup. J'ai du mal à m'exprimer. C'est bien. Je vous êtes là pour essayer. Formidable. Alors, nous continuons. Pour introduire la thématique de la francophonie, nous avons besoin de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est la francophonie, à quoi on fait référence. C'est quelque chose de très ample, en réalité. Donc, je vous présente ici sur l'écran Louise Mushikiwabo. Je suppose que je ne le prononce pas parfaitement. C'est la secrétaire générale de la francophonie. Et dans un discours qu'elle a prononcé au moment du commencement de sa fonction, elle a donc mentionné un certain nombre de mots qui seraient des mots clés pour définir la francophonie. Vous voyez ces mots actuellement à l'écran, le mot échange, amitié, le mot union, emploi. Le français est une langue qui pourrait forcément être utile au niveau professionnel, éducation, solidarité, développement. Donc, on a ici l'économie, le commerce probablement. On a l'aspect culturel, éducatif, humanitaire aussi. Donc, c'est beaucoup de notions qui viennent dans l'idée de francophonie. Parce que le français, ce n'est pas seulement le français de France, évidemment, c'est aussi tous ces pays dans lesquels on parle le français. Voilà. Donc voilà pour expliquer qu'est-ce que la francophonie d'une manière très générale. Et la Journée internationale de la francophonie, eh bien, c'est une manifestation au niveau mondial qui a pour but de célébrer cette langue commune entre beaucoup de locuteurs complètement différents dans le monde entier. Et donc, chaque année au mois de mars, on a une activité mondiale qui s'appelle la Journée internationale de la francophonie. Et cette année, la thématique, c'est les femmes francophones, femmes résilientes, donc pas tout à fait résistantes, mais qui ont la capacité de résister, subsister. Certainement, peut-être que le français est une manière de subsister, de résister. Pour ces femmes, d'accord? C'est un peu l'optique qui a été choisie pour cette année. Et chaque année, il y a donc une thématique différente. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes deux à vous accueillir. Je suis avec Céline. Céline est connectée depuis la France, et donc une francophone native. Ça va, Céline ? Oui, très bien, merci. Bienvenue Céline, donc on va se partager un petit peu le micro juste après. Pour commencer et continuer à définir la notion de francophonie, est-ce que, donc je vais vous projeter une petite vidéo, et après la petite vidéo, je vais vous proposer un quiz. D'accord? Alors, soyez prêts à ouvrir vos oreilles, si possible, et prenez des notes si vous voulez, parce que dans le petit quiz, il y a 9 questions. Et dans ces 9 questions, eh bien, il y a des chiffres, il y a des éléments à propos de la francophonie que vous pouvez peut-être deviner, imaginer par défaut peut-être, ou alors parce que vous l'avez entendu dans cette vidéo. D'accord? Alors, je vais vous proposer maintenant la vidéo. Je vais partager le son. C'est parti. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Parle-t-on français ailleurs dans le monde?
Oui, imagine, il y a 67 millions de Français et 274 millions de francophones, des personnes qui parlent français sans forcément être français. La langue française arrive à la 5e place mondiale derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et l'hindi. C'est aussi la 3e langue parlée par les hommes d'affaires dans le monde et la 4e langue utilisée sur Internet. C'est l'histoire qui explique cette influence. Par le passé, la France a conquis et colonisé de vastes territoires où l'on continue de parler le français. Et cette influence n'est pas prête de s'arrêter. En 2060, les francophones devraient être 445 millions de plus. La raison de cette progression ? L'Afrique. Ce continent abrite aujourd'hui la moitié des francophones. Or, selon les experts, les Africains seront bientôt 4 fois plus nombreux, multipliant le nombre de francophones. Bonjour. Le français deviendrait alors l'une des toutes premières langues parlées dans le monde. Bonjour. C'est une bonne nouvelle pour la France, car une langue ne sert pas seulement à communiquer, elle transmet aussi les valeurs et la culture du pays où elle est née. C'est également bon pour les affaires, car plus on parle le français dans un pays, plus on y vend de produits français. Mais attention à ne pas gâcher cette chance, car le français subit de plus en plus la concurrence d'autres langues. Alors, que faire ? Développer l'apprentissage du français en ouvrant des écoles à l'étranger ? Ou encore soutenir les médias francophones, qui font entendre notre langue partout dans le monde ? Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Voilà. Donc, c'est une petite introduction, n'est-ce pas ? On vous propose dans cette vidéo qui est très bien faite, certains éléments sur la francophonie. Je vais vous proposer de répondre à cette petite enquête qui va apparaître maintenant sur votre écran. C'est donc un petit quiz avec 9 questions. Je vais les lire également pour vous. Ou peut-être Céline, tu veux les lire ? Comme ça, on change de locuteur français. Oui. Je ferai descendre au fur et à mesure. Vas-y. Ok, donc la première question. Combien de locuteurs francophones y a-t-il dans le monde ? 60 millions, 300 millions ou 900 millions ? Je ne sais pas si je continue. Oui, Vas-y. tu peux continuer. Ouais. Vous avez la possibilité de répondre directement sur votre écran Zoom. Hein, vous pouvez commencer à répondre quand vous voulez. OK ? Donc la question 2, le français est la seule langue avec l'anglais parlé sur tous les continents, vrai ou faux ? La 3, les 5 langues les plus parlées dans le monde sont l'anglais, le mandarin, l'espagnol, l'arabe et le français. Quel rang occupe le français ? Rang numéro 1, 2, 3, 4 ou 5 ? Pour la question 4, la majorité des locuteurs francophones vivent en Europe, vrai ou faux ? Numéro 5, on se réfère à la langue française comme la langue de Napoléon, de Molière ou des Misérables. Le français comme langue écrite, administration et droit en remplacement du latin a été pour la première fois déclaré en 1539 sous François Ier, en 1789 pendant la Révolution ou en 1945. Question 7. En France, la langue française a toujours été parlée naturellement, vrai ou faux ? Question 8. Dans combien de pays le français est-il langue officielle ? 15, 27 ou 32 ? Et enfin, la question 9. Sur Internet, le français est la langue numéro 2, 3, 4 ou 5 ? Voilà, alors vous pouvez Ouais. commencer à répondre. Je vois des réponses apparaître et on va commenter les résultats. J'espère que vous avez une idée plus ou moins précise, en tout cas de combien de locuteurs francophones il y a dans le monde. Les chiffres sont très différents. Alors, on va voir la réponse principale. Hein. J'attends encore une petite minute que la plupart d'entre vous puissent répondre. Allez-y. C'est anonyme et il n'y a pas de note, donc vous pouvez répondre, on ne sait pas qui répond et qui ajuste, d'accord ? Alors, allez-y sans hésiter. Je fais un salut spécial aux étudiantes de Sarah qui sont connectées. Merci d'avoir relevé le défi.
Et je salue aussi Soyla, que je connais depuis longtemps. Et je suppose que d'autres personnes aussi. Christina est là aussi. Formidable. Alors, voyons les réponses de chacun. Donc, j'ai la moitié des personnes qui ont répondu. C'est bien, on peut commencer. Eh bien, la majorité d'entre vous a effectivement raison. Les locuteurs francophones dans le monde, ils sont environ 300 000. OK, 300 millions, pardon, de personnes qui parlent le français, que ce soit comme langue officielle ou langue maternelle ou une langue qu'on apprend à l'école, comme vous, certainement, qui avez appris le français. Voilà. Alors, la deuxième question, le français est la seule langue avec l'anglais qui est parlée sur tous les continents. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, vous êtes moitié-moitié. Figurez-vous que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels la langue officielle est le français sur tous les continents. Et d'ailleurs, vous avez l'image derrière moi qui vous montre bien que dans toutes les parties du monde, on peut avoir en même temps un bonjour, un bonsoir, un bonne nuit, parce que finalement, sur tous les continents, on a des gens, une présence du français. Voilà, les 5 langues les plus parlées dans le monde sont l'anglais, le mandarin, l'espagnol, etc. Quel rang occupe le français? Vous avez raison de choisir les derniers numéros. Évidemment, ce n'est pas la première langue au monde, ni la deuxième. C'est en fait la 5e langue au monde. Donc, vous étiez moitié-moitié. C'est bien, le français est la 5e langue parlée au monde. La majorité des locuteurs francophones vivent en Europe. Eh bien, c'est complètement faux. Tout le monde a raison. La plupart des locuteurs, en fin de compte, la majorité, c'est-à-dire plus de 50%, se trouvent en Afrique et ça va continuer à augmenter parce que le continent africain voilà, a une population qui augmente et qui bouge aussi beaucoup et cela favorise la diffusion du français. On se réfère à la langue française comme… Alors, vous avez choisi presque moitié la langue de Napoléon ou la langue de Molière. C'est la langue de Molière. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins politisé que la langue de Napoléon. Molière, c'est un auteur du temps de Louis XIV et c'est un auteur de pièces de théâtre qui sont très connues parce qu'on les étudie encore à l'école. C'est des classiques vraiment universels que vous avez certainement entendus, même elles sont traduites en espagnol, évidemment. Numéro 6, le français comme langue écrite, donc administrativement ou légalement, en remplacement du latin, a été déclaré. Alors, eh bien, vous avez raison, la majorité, c'est sous François Ier en 1539. Attention, ça ne signifie pas que le français était parlé en France. Ça signifie qu'on l'avait choisi comme langue officiellement administrative pour uniformiser les relations administratives essentiellement. Et si vous recherchez un petit peu, eh bien, cette déclaration du français comme langue administrative, elle a eu un effet inverse sur la langue orale, c'est-à-dire que chaque région a dit « Ah ben c'est bien, on a une langue administrative commune, le français, mais je vais parler le gascon, le provençal », enfin chaque région a du coup parlé plus la langue régionale, vous voyez, et c'est vraiment beaucoup plus tard que le français a été littéralement imposé à toute la population. Et quand je dis imposé, eh bien, les conséquences n'ont pas été toujours très positives. Ça a pris beaucoup de temps et notamment on a des témoignages, par exemple, de personnes qui, au début du XXe siècle, dans les années 1900, eh bien, ils étaient obligés à l'école d'utiliser le français. Ils étaient donc punis, la punition. Ils étaient punis s'ils parlaient leur langue régionale et on a des témoignages de punition
vraiment pas très agréable pour les gens qui continuaient à utiliser leur langue régionale plutôt que le français comme langue universelle. Et moi, je dirais que la conséquence finalement positive, entre guillemets, c'est que vous savez peut-être qu'en France et dans le monde francophone, il y a énormément d'accents. Il y a également un lexique bien particulier à chaque région, chaque pays. Eh bien, tout cela, ça vient de la langue originelle, la langue locale, certainement la langue régionale qui était parlée avant et qui transparaît dans le français qui est parlé actuellement. Donc, on a beaucoup d'accents, on a beaucoup de lexique et de vocabulaire qui, quelquefois, ne sont même pas compréhensibles d'une région à l'autre, hein. Voilà, donc c'est un aspect important. Le français universel, est-ce qu'il existe? En tout cas, la francophonie, c'est peut-être plus pertinent comme notion que le français. Bien, continuons ensuite avec la question numéro 7. En France, la langue française a toujours été parlée naturellement. Eh bien, je viens de vous donner l'explication qu'en fait, non. Le français n'était pas du tout parlé naturellement. Les langues régionales ont été parlées jusqu'à, je dirais, l'époque de mes grands-parents ou arrière-grands-parents. Eh bien, on parlait les langues locales beaucoup plus que le français. Et dans combien de pays le français est-il langue officielle? Eh bien, personne n'a trouvé la bonne réponse. C'est 32 pays qui ont la langue française comme langue officielle. C'est donc c'est beaucoup, hein? Sur Internet, dernière question, quel est le rang de la langue française? Est-ce que la langue française est numéro 2, 3, 4 ou 5? Vous êtes partagés. Eh bien, la langue française est numéro 4 sur Internet. Voilà, c'est une petite donnée intéressante. Donc voilà, j'arrête le quiz. Vous avez bien participé. Est-ce que cette première partie vous suscite des questions? Est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce que vous avez un commentaire? Vous pouvez le poster dans Q&A ou vous pouvez également participer sur le chat, s'il vous plaît, avec plaisir, hein. On est là pour parler et pour échanger. Donc, cet espace est libre pour vous. Je vais maintenant passer donc à un autre aspect de la francophonie. Est-ce que, Céline, tu voudrais présenter le dictionnaire des francophones, cette initiative? Oui, donc du coup, le dictionnaire des francophones, c'était depuis cette année, c'est ça? Ouais. Donc, un dictionnaire numérique et collaboratif pour illustrer et faire vivre la richesse de la langue française dans le monde. Donc, tout simplement, ça permet, vous voyez, il y a écrivez le terme recherché ici. Donc, vous marquez un mot en français, hein, n'importe lequel. On peut faire une petite démonstration en même temps. Et il va vous mettre, vous mettez rechercher et ensuite le dictionnaire va vous mettre, par exemple, si on met le mot char, il vous mettra la définition du mot, comment dire, d'un mot français venant de la France et ensuite d'autres pays francophones, donc n'importe lesquels, ça peut être le Québec, plein de pays où on parle le français. Et donc forcément, la définition ne sera pas exactement la même. Peut-être ça se rapprochera, mais ça peut être un peu différent de ce qu'on pense, que ce soit d'un mot venant de la France, donc char. Un char en français, c'est comme une petite voiture, quelque chose pour transporter. Et pour d'autres pays, ça peut être plutôt un chariot, ou je ne sais pas ce qu'on avait d'autre. Il y a aussi le char militaire, en fait. Hein, voilà, le char militaire. Le char militaire. Donc, oui, chaque région ou chaque pays pourrait utiliser un même mot avec une signification complètement différente. Voilà, ce qui a justifié là, cette année, de créer ce dictionnaire en ligne dans lequel vous pourriez donc chercher un terme et trouver les différentes définitions ou utilisations
en fonction du pays. Voilà. On va faire on a un petit exemple après sur comment ça fonctionne. Et on peut regarder le commencement de la présentation, enfin de la vidéo qui présente l'initiative, simplement pour compléter notre présentation. Et ensuite, on aura une petite activité, justement, pour savoir que signifie telle ou telle expression un peu bizarre dans tel ou tel pays francophone. D'accord? Donc, on vous proposera 4 expressions qui sont vraiment différentes et un peu pittoresques, on va dire. Et puis, vous allez essayer de imaginer, de supposer une définition et on regardera la réponse. Hein. Alors, je vous propose déjà la petite introduction concernant le dictionnaire des francophones et puis ensuite l'activité sur les expressions. C'est parti. Je mets le son en premier. La langue française est source de partage. Elle représente 300 millions de francophones à travers le monde. Imprégnée de toutes ces cultures, elle est devenue plus riche et nuancée. Alors, pour faire le pont entre ces variations, un dictionnaire francophone collaboratif va être créé afin de lever le voile sur le sens de mots et d'expressions. Joseph, Daniel, Valère et Laurence ont déjà participé et nous parlent aujourd'hui d'un élément de langage qui n'existe que dans leur pays. Voilà, donc vous avez une belle vidéo de présentation de ce dictionnaire où on peut vraiment observer la diversité des locuteurs francophones. Hein. On voit donc des personnes qui viennent de pays complètement différents. Vous allez les connaître un petit peu plus loin là. Alors, Céline, je te laisse le micro pour présenter les expressions. Ah, tu as ton micro éteint. Ok, donc pour la première expression, on a pourriel. La deuxième, l'eau à ressort. Ensuite, pause carrière et avoir la bouche sucrée. Donc, il faut savoir que moi, je ne connaissais pas du tout ces expressions avant de découvrir la vidéo. Hein. C'est vraiment c'est francophone, mais voilà, c'est très intéressant parce que ça aurait pu être des mots qu'en France, on aurait pu utiliser, hein, comme pause carrière finalement. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que ça pourrait être. Oui, est-ce que peut-être… alors, on va dire numéro 1. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes pourraient faire une supposition sur le chat? Qu'est-ce qu'un pourriel? Ou choisissez une expression chacun et puis essayez de nous donner une idée de qu'est-ce que ça peut être que l'eau à ressort, pause carrière ou avoir la bouche sucrée. Hein, si vous voulez profiter, envoyez-nous par le chat des suppositions. Hein. On va vous laisser une petite minute pour que vous puissiez peut-être nous envoyer des hypothèses sur qu'est-ce que signifient ces 4 expressions. Donc, allez-y, ceux qui voudraient participer, vraiment, on serait très heureux de recevoir vos commentaires. Allez-y, on attend une petite minute pour que vous puissiez imaginer quelle est la signification de chaque expression. Donc, pourriel. Dans pourriel, il y a 2 mots. Alors, je vous donne un indice. L'eau à ressort. Ressort, c'est, je crois qu'en espagnol, c'est un resorte. Donc, quelque chose qui rebondit. Hein. Pause carrière. C'est assez lisible, compréhensible. Et avoir la bouche sucrée. Sucrée, c'est le contraire de salé. Alors, on me fait une proposition. On me propose… sur Facebook, puisque nous sommes en retransmis en direct. Donc, Elena nous propose courriel
Et poubelle donne pourriel. Et c'est exactement ça. Bravo, effectivement. Ce serait donc un courrier non désiré ou indésirable, comme on dit, qu'on appellerait un pourriel. Il y a aussi peut-être le mot pourri que certains connaissent, podrido. Donc, on voit que c'est un mot un petit peu négatif et vous allez voir la réponse finalement. Très bien, merci Elena. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée pour l'une ou l'autre des expressions? Encore 20 secondes pour vous permettre de réfléchir. Alors, Christina propose pause carrière. Est-ce que ça pourrait être sabbatique? Oui, ça existe en français. Un congé sabbatique, c'est-à-dire on décide de ne pas travailler pendant un certain temps. Je pense que tu es très proche de la réponse, très, très proche. Norma propose aussi quand la personne arrête de travailler pour se consacrer, dedicarse, se consacrer à un autre projet ou quelque chose de personnel. Bravo, vous êtes très, très proche de la réponse. C'est vrai que les deux, la numéro 1 et la numéro 3, on peut avoir une idée grâce aux mots. L'eau à ressort, c'est certainement une expression idiomatique et avoir la bouche sucrée aussi. Alors, on y va. Je vais vous proposer la fin de la vidéo pour que vous découvriez la bonne signification de ces expressions. Alors, c'est parti. Ont déjà participé et nous parlent aujourd'hui d'un élément de langage qui n'existe que dans leur pays. Au Québec, on est très inventif, fait que le choix est un peu difficile. On a les clavardages, les barniques, on chauffe le char, on tatouine également. Mais s'il fallait que j'en choisisse un seul, ce serait le pourriel. Pourriel, c'est courriel indésirable. Mais un Québécois vous dirait pas le temps de niaiser, tous ces pourriels sont vraiment achalants. Pour moi, le français est une langue très imagée. Il y a des expressions typiques que j'aime dans mon pays. La première, c'est l'eau à ressort. C'est tout simplement une façon de dire l'eau gazeuse. Et la deuxième, lancer un chameau. Mais non, je ne vais pas me moquer de nos amis animaux. Non, c'est tout simplement lorsqu'on commet une faute d'orthographe. Le français, c'est vraiment une langue surprenante, notamment dans ses équivalences. Tenez, si je vous dis pause carrière, ça vous fait penser à quoi? Une idée? Au fond, on peut le déduire assez facilement. Tenez, regardez. Pause, carrière. Ah, ça veut dire congé sabbatique. Vous l'aviez? La langue française est pleine de liberté, car parfois une expression aura un sens complètement opposé dans un autre pays francophone. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a l'expression « avoir la bouche sucrée ». Vous pensez que ça veut dire quoi? Qu'on aime les desserts? Non, non, non. Ça se dit de quelqu'un qui est un beau parleur, qui aime flatter. Vous en connaissez? Plus de 400 000 mots, 600 000 définitions, voilà ce que vous retrouverez sur notre plateforme collaborative, le Dictionnaire des francophones. Elle sera bientôt lancée sur mobile et site web et aura pour vocation de répertorier toutes les variétés du français. Ce dictionnaire évolutif, basé sur la collaboration de nombreux partenaires, institutionnels, scientifiques et grand public, recensera les mots et les expressions utilisées dans tous les pays francophones. Les citoyens du monde entier y auront un accès libre pour la consultation comme pour la contribution.
Alors, vous étiez vraiment proche des bonnes définitions, vous avez vu. Bravo, bravo à tous. J'ai reçu aussi pendant la vidéo bouche sucrée, quelqu'un qui parle avec des mots doux, mais des mots doux avec l'intention de flatter quelqu'un. Halagar, je crois que c'est en espagnol. Et Myrna proposait donc bonne chance et bonheur pour avoir la bouche sucrée. C'est joli, c'est imagé. Ce sont des expressions idiomatiques imagées. Et puis, vous en avez découvert d'autres, comme lancer le chameau. Ça, c'est assez comique, hein. Alors, je vais vous proposer, pour justement illustrer ce vocabulaire francophone tellement diversifié, une chanson, un extrait d'une chanson. Je vais vous mettre la première partie de cette chanson qui s'appelle « Maudit français ». C'est une chanson d'une Québécoise qui s'appelle Linda Lemay. Et ma première question pour vous, est-ce que vous pourriez me dire à travers le chat, qu'est-ce que vous pensez de ce titre « Maudit français » de la part donc de cette Québécoise? C'est le titre de sa chanson. Juste pour avoir une idée de qu'est-ce que vous pensez de ce titre « Maudit français ». Si vous pouvez me mettre ça dans le chat. Et donc, je vais vous mettre l'extrait de 1 minute, 1 minute 30 du début de la chanson. Vous allez peut-être pouvoir comprendre à un moment donné, Linda Lemay mentionne d'ailleurs 1 ou 2 mots de vocabulaire qui en France s'utilise avec une signification et au Québec avec une autre signification. Donc, essayez d'être attentif si vous arrivez à capter ces mots qui ne sont pas les mêmes qui ne sont pas utilisés de la même manière en France et au Québec. Et alors, si vous voulez donc me dire qu'est-ce que vous pensez de ce titre « Maudit français », on va discuter de ça juste après. Justement dans l'idée du dictionnaire, de comment l'utiliser et de voir que le français est tellement divers parmi les régions. Alors, je vais vous mettre l'extrait de la chanson. Écoutez bien pour essayer de capter au moins 1 ou 2 mots qui sont utilisés différemment en France et au Québec. C'est parti. La chanson s'appelle « Maudit français » de Linda Lemay. Ils parlent avec des mots précis, puis ils prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes, ils passent leur grand journée à table. Ils ont des menus qu'on comprend pas. Ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant le moyen de pas être gros. Ils font des manifs au quart d'heure à tous les mots t'as dit coins de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs qui roulent en fou, qui collent au cul. Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens, les longues promenades en skidoo ou encore en traîneau à chien. Ils ont des tasses minuscules et des immenses cendriers. Ils font du vrai café d'adulte, ils avalent ça en 2 gorgées. On trouve leurs gros bergers allemands et leurs petits caniches chéris sur les planchers des restaurants, des épiceries, des pharmacies. Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent et il est 2 heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt, ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magret de canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un goût. Voilà, alors c'est le premier extrait de la chanson. Alors, le titre de la chanson, c'est « Maudit français ». Et donc, je vous ai demandé, que signifie « maudit » pour vous? C'est le mot d'un pays. C'est pas le nom d'un pays. Je ne sais pas si José veut dire ça. Mais « maudit », en tout cas, ça peut… Alors, ma question, est-ce que « maudit » pour vous, c'est positif ou négatif? Vous pouvez prendre le temps de répondre.
Et est-ce que vous avez entendu quand Linda Lemay mentionne les repas en France et au Québec? Eh bien, il y a un repas auquel on fait référence en France avec un autre mot. Alors, Katiria me propose que le mot maudit serait négatif. C'est vrai que le premier sens ou la première intention pour nous, c'est de penser que maudit, c'est un mot négatif. Alors, le maudit, c'est positif, c'est le mot utilisé. OK, et Rosé, je pense que je comprends. Je vais vous mettre la prochaine diapositive. Si vous cherchez dans le dictionnaire des francophones le mot maudit, eh bien, vous voyez, j'ai mis des petites flèches. Vous allez trouver qu'au Québec, le mot maudit, en fait, c'est positif. Ça veut dire sacré, un peu comme on dirait en français. Je pense que vous direz « Ah, estos franceses » ou « que clase de gente », mais d'une manière positive, ok? Donc, quand on dit maudit français et que c'est un Québécois qui le dit, ce n'est pas négatif. Mais nous, les Français, quand on entend maudit, on se sent un petit peu choqué parce qu'on pense au premier sens pour nous, qui est un sens négatif. Hein. On l'utilise pour se plaindre, on dit « Ah, la maudite pluie aujourd'hui, c'est horrible, il y a des embouteillages dehors avec cette maudite pluie. » Okay. Cette maudite clé ne fonctionne pas. Donc, c'est plutôt négatif pour nous, francophones de France, alors que les Québécois utilisent maudit d'une manière positive. Hein. C'est assez… oui, ce serait maldito, hein, littéralement. Donc, pour l'espagnol, c'est aussi un mot négatif. Mais les Québécois l'utilisent d'une manière positive. Peut-être bendito, je ne sais pas. Mais ce serait ay, que persona, si tu dis maudit français pour un Québécois, voilà, ce serait positif finalement. D'ailleurs, on vous dit ici une version atténuée. Je vais mettre la flèche juste maintenant là. Version atténuée, c'est-à-dire más suave de un insulto. Hein? Es algo suave, c'est gentil. OK? Donc, voilà un exemple de mot que vous pouvez chercher dans le dictionnaire francophone et vous trouverez une différence. OK? Elle a dit minuscule pour petit, la chanteuse, c'est vrai. Et alors, à un moment donné, la chanteuse dit que nous, les Français de France, quand on va manger le soir, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le verbe qu'on utilise pour manger le repas du soir? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Quel est le verbe qu'on utilise pour le repas du soir, pour manger le soir? Vous avez une idée? Alors, Norma me dit dîner. Dîner, tout le monde me dit dîner. OK. Eh bien, si vous allez au Québec, le soir, on dit souper. OK? Parce que traditionnellement, on mangeait de la soupe. Mais je dois dire, je ne sais pas, Céline, toi, si tu as cette expérience. Mais moi, par exemple, ma grand-mère dit souper. Parce que c'est un vocabulaire certainement que les Français qui ont peuplé la région du Québec avant avaient ce vocabulaire-là. Et ma grand-mère, qui est originaire de la campagne et qui est déjà bien âgée, hein, elle a 95 ans, eh bien ma grand-mère, elle dit souper, elle ne dit pas dîner. Vous voyez? Mais en général, les Français de France disent dîner. Et chez toi, Céline, qu'est-ce qu'on dit? Mes grands-parents aussi ils disent souper. Ouais. Moi, c'est dîner, mais… Oui, c'est ça. Il y a d'ailleurs plusieurs mots de vocabulaire que je retrouve un peu comme ça dans le français du Québec. Par exemple, le pull tricoté, le chandail. Ma grand-mère dit le chandail et les Québécois disent le chandail. Et nous, c'est vrai que c'est un petit peu démodé de dire le chandail. Mais c'est un mot qui existe. Hein. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le reste de la chanson. C'est assez comique parce que la chanteuse compare
par systématiquement ce que font les Français. Ils emmènent leurs chiens au restaurant, ils boivent des tout petits cafés dans des toutes petites tasses très fort, alors que les Québécois boivent du café beaucoup plus allongé, etc., etc. C'est très comique et ce n'est donc pas péjoratif. Si elle dit maudit français, c'est plutôt affectueux finalement. Voilà. Alors, je vous encourage donc à naviguer un peu dans ces dictionnaires des francophones. Vous pouvez avoir la curiosité de chercher un mot et de trouver donc différentes utilisations en fonction de l'origine du pays dans lequel on se trouve. Voilà. Le petit déjeuner, oui. Myrna, merci. C'est vrai. C'est vrai, il y a un certain nombre de termes qui ne sont pas les mêmes. Alors, on continue un petit peu notre navigation francophone. On a parlé du Québec. Le français est parlé partout dans le monde. On est bien conscient de ça. Et surtout, le français est parlé très proche de nous. Hein, si vous regardez cette carte, vous voyez Porto Rico au milieu et à droite, dans cette petite corne d'îles des Antilles, eh bien, vous avez la Martinique, la Guadeloupe, entre autres, hein, qui sont des îles, qui sont des départements d'outre-mer, des ultramars, qui donc sont rattachés à la France et qui parlent français. Donc, il y a vraiment un réseau francophone tout près de vous. Et un aspect que j'ai voulu rattacher à la francophonie, en fait, c'est ce mélange, hein, je crois que vous l'avez compris, ce mélange du français avec les spécificités locales, que ce soit au Québec, en Suisse, en Belgique et en Martinique et en Guadeloupe, en Haïti, évidemment, on trouve une langue qui s'appelle le créole et qui est en fait une langue à base lexicale française. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire vous montrer cette facette de la francophonie. La Martinique, la Guadeloupe, ce sont des îles francophones, mais elles utilisent aussi le créole. Donc, le créole, c'est une langue assez récente, 3 siècles de vie pour l'instant. Elle est surtout utilisée en situation informelle. Elle est parlée par tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les descendants africains que les Européens, que les apports d'immigration de Chinois, Arabes, Indiens. Et c'est donc une langue commune à toutes les communautés qui forment la population de la Martinique dans ce cas-là. Hein. On trouve également certains emprunts. Ça, c'est intéressant. En plus de la base lexicale française, on peut trouver un certain nombre d'emprunts à l'anglais, à l'espagnol, à l'africain, amérindien, à l'indien aussi. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, pour déjà que vous voyez, vous allez retrouver assez facilement le mot français. Hein. Donc, livre, c'est le livre. Cœur, c'est le cœur. C'est vraiment très transparent, même si l'écriture est devenue peut-être plus phonétique. Je ne suis pas spécialiste du tout. Ça m'intéresse, mais je ne pourrais pas vous expliquer le fonctionnement exact du créole, son histoire, mais j'avais envie de vous présenter certains aspects. Voilà, vous avez maman, qui est maman, la rue, diri, riz, donc du riz. Hein, on peut facilement voir à travers. Hein. Moins, qui est je, moi, mon, ma. Tout le panel de la possession avec je, c'est le même mot. Et on a aussi manger, je ne sais pas comment on le prononce, manger peut-être, manger, qui s'écrit presque pareil. Hein.
Voilà. Saint-Martin parle aussi français, c'est vrai. Merci Myrna. Et vous avez dans le bas de la page quelques exemples de mots créoles qui viennent de l'anglais. Alors là, c'est très rigolo. Regardez comment on dit « la salle est remplie ». Salle là, bac full, qui vient de full en anglais. Vous voyez aussi pour la poêle, el sartén, ok, para cocinar, saucepan en anglais, eh bien on a chaspan en créole on le lit assez de manière transparente. Hein. C'est assez drôle. Et le dernier, alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je mangerai un cinnobal, qui est en fait une glace. Et qu'est-ce que c'est que ce cinnobal? Ça vient de snowball, ball. Imaginez. C'est donc une glace, un mantecado. C'est extraordinaire, hein? Ce mélange est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant aussi parce que finalement l'histoire des gens qui parlent français et créole, eh bien, elle est un petit peu la même que ce que nos arrière-grands-parents ont vécu en France, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le français a été une langue imposée aussi pour ces populations. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on ait retrouvé un créole comme une sorte de résistance. Et eh bien, les deux langues cohabitent et existent au même moment sur l'île, dans la vie quotidienne, également dans les chansons, etc. D'ailleurs, je terminerai après avec une très, très jolie chanson d'un chanteur martiniquais d'origine qui s'appelle Laurent Voulzy. Et Laurent Voulzy, il est né en France, mais bien sa mère, qui a donc choisi de venir, comme on dit, en métropole, elle l'a initié à la musique depuis toujours. C'était sa passion à elle aussi. Et lui, eh bien, il a appris la musique. Et très tard dans sa vie, quand il avait 30-35 ans, il a décidé d'aller découvrir sa culture, la Martinique, et donc il s'est imprégné de la culture. Et puis, bien, à un moment donné dans sa carrière de chanteur, il a donc composé et écrit une chanson qui est une biguine. C'est un style musical de la Martinique qui a des influences cubaines. Vous allez adorer, évidemment. Vous pouvez danser. Je ne vois pas, mais vous allez danser, j'espère. Et en fait, cette chanson qui s'appelle Amélie Colbert, ça parle d'une dame âgée maintenant qui se souvient de son enfance dans cette ambiance noire et blanche, c'est-à-dire bien les esclaves qui travaillaient dans des plantations, les blancs qui étaient propriétaires, le français qui était imposé, et il y a tout un paragraphe dans la chanson sur cette thématique-là, et vous allez pouvoir entendre un petit peu de créole également avec les refrains, el coro, qui est en créole. Hein, voilà, donc je vais vous faire découvrir cette chanson. Et la chanson dure 3 minutes et quelques. Donc, c'est formidable parce que ça va vous laisser le temps de me poser des questions si vous voulez à travers le chat. J'ai le temps d'y répondre et on fera une petite conclusion donc après la chanson et je pourrai répondre à vos questions. Voilà, alors je vous propose cette très jolie chanson de Laurent Voulzy qui s'appelle Amélie Colbert et que vous allez découvrir maintenant. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une chanson qui est très, très jolie. Si vous pouvez chercher les paroles, je vous encourage. Vous cherchez Laurent Voulzy, Amélie Colbert, et vous allez trouver les paroles qui sont vraiment une illustration de cette culture martiniquaise. Céline est actuellement en France et donc c'est une professeure stagiaire. Elle fait son stage à distance. Alors, je peux lui dire, et je
suis sûre que tous les étudiants connectés seront d'accord avec moi. Il y a énormément de similitudes, le paysage, les maisons, la population, la musique, la culture, la danse. On pourrait croire qu'on est à Porto Rico assez facilement, en fait. Voilà. Alors, c'est un rythme des Caraïbes, bien sûr. C'est un rythme qui s'appelle la biguine, ok, mais qui est largement inspiré des rythmes cubains. Et que donc c'est un rythme qui a été retrouvé en Martinique au début du XXe siècle. Évidemment, quand les Français ont entendu ça, ils ont adoré. Et donc, à un moment donné, dans les années 20 et 30 en France, on écoutait beaucoup de biguine et les gens dansaient sur cette musique. Voilà. Alors, Elena dit, ça donne bien envie de danser. Même si la chanson est un peu nostalgique, un peu triste, non, je pense que tu as raison, hein, il y a une espèce de nostalgie et aussi bon, la chanson n'est pas elle ne dénonce pas forcément, mais je pense qu'elle signale certains aspects de la culture et des difficultés qu'il y a eu, notamment par exemple avec l'imposition du français. C'est des moments difficiles dans une histoire et donc